Coucou mon petit chaton, bienvenue dans ma chronique. Parlons bien, parlons cul et un peu d'amour aussi. Eh bien les petits chats, c'est parti pour parlons bien, parlons cul, mais parlons un peu amour aussi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tout premier épisode. Avant tout, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gloria, j'ai 36 ans, je suis célibataire plus. Je suis belge, je suis hétéro, mon pronom est elle. Je suis monogame, j'ai fait des études de psycho et j'ai commencé des études de sexo. Je suis une performeur burlesque retraitée. Je suis représentante du mouvement Sexe Positive, ce qui veut dire que pour moi, le sexe c'est bien, le sexe c'est cool, ça fait du bien et ça fait partie de la santé de tout un chacun. Je suis féministe, je suis fleur bleue, je crois en l'amour et aux belles choses. Alors je vais t'en parler. Je vais vous présenter mon projet, vu que c'est le tout premier épisode. Tout simplement, j'ai décidé d'enregistrer une chronique de façon régulière, sans doute une fois par mois, peut-être un mois sur deux, je verrai bien. Tout simplement parce que pour le moment, je réfléchis aux galères que je vis. Et tant qu'à faire, autant l'enregistrer pour m'obliger à vraiment y réfléchir. Parce que c'est bien joli de râler dans son coin, mais en attendant, ça ne fait pas avancer grand-chose. Et donc, le fait de m'enregistrer pourra peut-être m'obliger à regarder certaines choses, à m'intéresser à certaines choses et à être régulière dans mes recherches et dans mes investigations. Mes influences. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Parlez-moi d'amour de Gabriel Stefanski, qui était sur la première, avant tard le soir, le dimanche soir. C'était une émission de très vilaines personnes qui parlaient de sexe de façon feutrée et absolument magistrale, que j'adorais écouter, je n'en ratais jamais un. Et bien sûr, les chroniques de Carrie Bradshaw m'influencent aussi. Et enfin, bien entendu, l'émission Sexually Speaking, qui date des années 80, du Dr. Ruth Westmeyer. Et surtout, que j'ai découvert dans son film As Dr. Ruth, que je vous surconseille d'aller voir. C'est une femme qui parle de sexe comme personne et si seulement je pouvais arriver à la cheville de cette personne, je serais déjà bien contente. Alors ici, vous ne trouverez aucun conseil. Parce que je rame, donc je vais pas me permettre de vous donner des conseils. Il n'y aura pas 36 montages parce que de toute façon, ce sera ma vraie vie et donc je vais buter sur un mot sur deux et c'est comme ça, c'est ce qui va se passer et puis c'est tout. Je me base sur ma vie, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Même déjà dans cet épisode, j'ai déjà dû élaguer un petit peu, je vous expliquerai après. Je travaille d'un épisode sur l'autre parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver d'un point de vue sexuel d'ici la fois prochaine. On verra bien. Donc c'est ma vraie vie, donc si je reste célibataire pendant 3 ans, eh ben vous aurez 3 ans de célibat et c'est comme ça. Je sens qu'on va bien rigoler niveau cul, mais bon, c'est comme ça. Je vais parler de ma modeste expérience, on va voir que ça vole pas bien haut. Et du coup, je vais être obligée, pour pouvoir quand même vous amener quelque chose, parler d'auteurs et permettre à des témoins de venir m'éclairer sur certains sujets. Je vais lire des livres, je vais écouter des podcasts, je vais regarder des documentaires et vous aurez le fruit de mes recherches telles qu'elles sont et telles qu'elles existent. Et peut-être que je vais changer d'avis en cours de route, sans doute que je vais changer d'avis en cours de route et ce sera très bien comme ça. Et puis, on ne sait jamais. Si je peux aider une seule personne qui m'écoute, déjà j'aurais gagné. Et puis si je peux en divertir une ou deux personnes avec la merditude de ma vie, écoutez, c'est déjà ça de prix. Je te propose de découvrir le thème d'aujourd'hui qui est l'abstinence. Et tout va bien se passer, je te promets. Pourquoi le thème de l'abstinence ? Parce que je suis en plein dedans. Ça fait exactement maintenant 2 mois et 2 jours que je n'ai rien fait. Et je ne sais pas si on peut vraiment parler de coupure d'abstinence vu ce que ça a été, mais si on prend la dernière fois que j'ai joui, alors on parle de 5 mois et demi. Donc, je suis dedans. Vu que je vais vous parler de choses que je connais, ça, l'abstinence, je gère. Donc moi, j'ai jamais eu de très très grande période d'abstinence. J'avoue que je pense le max, ça doit être quelque chose comme 2-3 mois. Et encore, je suis pas certaine. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie et qui m'a toujours attirée. Donc j'ai toujours fait en sorte de pouvoir avoir ce côté-là dans ma vie de tous les jours. Donc que je sois en couple ou non d'ailleurs. Du coup, je vous ai dit, j'ai dû enlever des sujets, tout simplement parce que je vais vous parler d'abstinence, mon abstinence telle que je la vis. Et donc, par exemple, j'ai eu un témoignage où on m'expliquait de l'abstinence par rapport au fait d'être en couple et que de l'abstinence s'installe. Mais je ne saurais pas en parler parce que je ne l'ai jamais vécu. Et donc, j'ai enlevé ce témoignage, même si le témoignage de cette personne va être gardé pour un autre épisode parce que je sens que ça va être intéressant quand même. Ou par exemple, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'abstinence comme parfois elle peut être utilisée dans le BDSM de façon à frustrer l'autre et à augmenter le désir. Je n'ai
n'ai jamais essayé. Donc je ne saurais pas vous en parler, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Moi, je vous parle de l'abstinence de je galère à trouver du sexe intéressant et je vais vous détailler ça juste après. Je vous propose pour commencer d'écouter quelques témoins. Alors bien entendu, je les ai anonymisés, bien entendu, je ne vous dirai pas qui c'est, bien entendu, je suis la seule à savoir qui sont ces personnes absolument obscènes qui vont vous donner des témoignages dans cette chronique. Mais mon témoin numéro 1, mon témoin numéro 2 et mon témoin numéro 3 vont vous parler de leur expérience de l'abstinence. Coucou, mon record est de 5 ans sans même faire un date. J'étais lassée de cette perte de temps où je dois prouver ou écouter les autres se prouver. Sur la fin, j'avais déjà pris la décision de ne plus date d'hommes et les seules relations saphiques que j'ai eues depuis ont été assez organiques, plus proches d'amourettes de vacances qu'autre chose et c'était doux. C'est difficile de dire mon record d'abstinence, je dirais 3 ans de manière ininterrompue. Ce n'était pas toujours volontaire, mais c'est en grande partie moi qui n'étais pas intéressé pour mes rencontres. Je l'ai assez mal vécu au niveau affectif et de la confiance en moi. Je manquais de chaleur humaine et je m'inquiétais de pouvoir toujours être un bon partenaire dans le futur. Commençons par la définition du mot abstinence. Notre ami Wikipédia dit que c'est un renoncement volontaire et durable à la satisfaction d'un appétit ou d'une envie. Tu parles. Volontaire et durable, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec Wikipédia, mais bon, c'est leur définition. Ils disent ensuite, cette pratique peut résulter d'interdits religieux, de considérations pratiques, philosophiques, voire politiques. Alors moi, clairement, c'est des considérations pratiques, j'ai pas. Bien entendu que si je pouvais, je ferais, mais je n'en suis pas là. Ensuite, il y a la grosse question du total ou partiel. Est-ce que vraiment on s'abstient de tout, c'est-à-dire s'abstenir de draguer, s'abstenir de se masturber, s'abstenir de coucher? Vous allez voir que d'un témoignage à l'autre, c'est pris différemment, c'est pas grave. Moi personnellement, je pratique l'abstinence de faire du sexe avec une autre personne, mais je reste quand même solosexuelle, c'est-à-dire que je pratique la masturbation, même si on va en reparler juste après. En fait, j'ai juste pas envie. Mon mode relationnel ne convient pas à beaucoup de personnes, je n'ai pas envie de prendre du temps pour ça. J'ai failli dire perdre. J'ai encore trop besoin de prendre soin de moi que pour mettre de l'énergie pour quelqu'un d'autre. Je n'ai absolument plus envie de me retrouver dans des discussions sur les attentes de l'autre et où son insécurité et où ses critiques. J'ai l'impression que ça me demandera bien trop d'énergie pour pas grand-chose. Et du coup, où j'en suis moi? Pour vous faire mon historique rapide, c'est très simple. J'ai eu 13 années avec une personne de sexe intense et quasi quotidien, de mes 19 ans à mes 32 ans. Et depuis, 4 ans de misère sexuelle bien comme il faut. J'ai fait les comptes, je suis très bonne en agenda, je note tout, donc je suis allée rechercher. Sur ces 4 années de misère sexuelle, j'ai eu 6 orgasmes en tout. Ça fait pas beaucoup. J'ai fait 1 an d'abstinence en 2020, j'ai fait 10 mois d'abstinence en 2023, j'ai fait une fois 6 mois. Et lorsque j'ai une relation de toute façon avec quelqu'un, qu'elle soit courte ou longue, même si pour le moment je n'ai que des cours, je mets plus ou moins 3 à 5 mois d'abstinence derrière pour me remettre de la relation qui se termine. Donc autrement dit, j'ai pas baisé souvent. Je ne sais pas pourquoi les gens qui me connaissent de loin imaginent que j'ai une vie sexuelle absolument trépidante. C'était dans une autre vie, c'était avant. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de mes rares partenaires de ces 4 années de galère qui tiennent sur les doigts d'une main, mais la chose qui est sûre, c'est qu'ils ont un point commun. D'abord, leur ignorance absolument crasse au niveau du sexe. Et deuxièmement, leur gros point commun, c'est moi. Donc, si je les ai laissés rentrer dans ma vie et dans mon lit, il faut que je me pose les bonnes questions. C'était sans doute mes pires coups, mais peut-être que j'ai été aussi leur pire coup. Je me suis plus posé des questions sur moi-même que sur eux, parce qu'au final, est-ce qu'ils avaient réellement quelque chose en commun? Ils étaient très différents, même si j'ai quand même trouvé quelques pistes dans un podcast, mais je vais surtout essayer de réfléchir sur moi, qu'est-ce que je fais avec ça? À côté de ça, j'ai en 4 ans inventé un nouveau concept de sexe que peut-être vous connaissez aussi, c'est que je pratique le « j'ai failli sexuel ». Le j'ai failli sexuel, c'est quand t'as failli coucher avec quelqu'un, mais qu'au dernier moment, non. Je peux dire qu'en Belgique, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont failli sexueller avec moi, mais que ça ne s'est pas fait. Parce que je suis la reine pour finalement changer d'avis à la dernière minute. On va voir pourquoi. Ensuite, l'autre gros problème que j'ai, c'est tout simplement que plus j'attends, moins j'y vais. Donc, plus je mets du temps à retrouver un partenaire, plus je suis compliquée à en retrouver un. Je suis la reine pour me trouver 36 excuses, avoir 36 red flags. Est-ce qu'ils sont justifiés, est-ce que non? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, je n'arrive pas à être convaincue. N'ayant pas eu des relations jusque-là incroyables, renversantes, avec des orgasmes qui nous retournent la tête, ça me vendait pas du rêve, quoi. Ça me donnait pas envie. J'avais peur de nouveau de vivre des trucs nuls qui me traumatisent un peu.
Ouais, voilà. Ça ne m'a pas été à pousser parce que je pense à des amis qui me disaient à l'époque vas-y, pourquoi tu t'amuses pas un soir, au moins c'est fait, blablabla, t'es pas obligé de faire forcément une longue relation, mais même juste un truc d'un soir, ça me parlait pas, ça me parle pas, je trouve ça beaucoup trop stressant, quoi, voilà. Bah, tout simplement, pour le moment, je refuse le sexe. Pas envie de rapport décevant. Ça a été tellement décevant ces 4 années. À chaque fois, j'étais super emballée. Je me disais, ouais, purée, ça va être trop bien. Et puis chaque fois, c'était, non, en fait, non. Et donc, pour que je puisse revenir au sexe, il va falloir que je sois convaincue que ça va être bien. Et je suis rarement convaincue. Je voudrais, pour ça, vous parler du super livre de Ovidie, La chair est triste, hélas. Pour vous raconter un petit peu ce que propose Ovidie, c'est tout simplement au moment où elle écrit le livre, donc le livre a déjà quelques années, au moment où elle écrit le livre, elle est au bout de 4 années d'abstinence volontaire, elle appelle ça faire une grève. Parce qu'elle dit, c'est pas que je m'abstiens, c'est pas une drogue, je peux m'en passer, mais je décide que je fais la grève du sexe. Et elle explique pourquoi. Alors je voudrais vous lire quelques passages pour vous expliquer pourquoi. Page 18. Or, comme je l'ai dit haut et fort, l'hétérosexualité n'a rien de gratuit. C'est un système purement vénal, et depuis que le monde est monde, les femmes échangent le sexe contre quelque chose. Des biens matériels, de la sécurité, de l'amour, de la revalorisation. Elles ne baisent jamais totalement gratuitement avec les hommes, et ce pour une simple raison, les hommes hétéros baisent mal. Elle est dure, elle va en renchérir, page 31. Elle dit... En entamant cette grève, j'ai compris que lorsque je couchais avec des hommes, ce n'était pas eux qui me donnaient du plaisir, ou alors rarement. C'était moi qui me faisais jouir toute seule en appuyant sur les bons boutons pour passer le temps pendant qu'ils s'acharnaient dans leur fastidieux va-et-vient, pour que les rapports me semblent moins pénibles. Il n'y avait décidément pas de relation sexuelle, juste des corps essayant de tirer profit l'un de l'autre, et quand je redescendais de mon orgasme, quand mon souffle ralentissait, je n'avais qu'une envie, c'était qu'ils arrêtent. Et pourtant, je les revois s'activer dans leur coït à rallonge, tels des coureurs du dimanche, l'œil rivé sur leur montre connectée, comptant leurs pas. Je me visualise en train de me demander de quelle manière supporter cette épreuve et combien de temps encore ils allaient s'obstiner. Certains en tiraient même une gloire. Je pense que tu l'as constaté, je ne suis vraiment pas un éjaculateur précoce, m'a dit dans un grand éclat de rire cet amant fier comme Artaban de sa bandaison. Comment a-t-il pu ne pas voir à quel point baiser avec lui était un calvaire ? J'aurais préféré qu'il gicle au bout de 7 minutes, puisque c'est la durée moyenne d'un coït. Mais non, il fallait que cela dure encore et encore jusqu'à ce que j'ose dire « Stop, je n'en peux plus ». Et monsieur était fier de lui, fier car il croyait que j'avais eu ma dose de plaisir, alors qu'il avait atteint les limites de ce que l'entrée de mon vagin ou le fond de mon col pouvait tolérer. Ovidie, elle est pas tendre avec les mecs, hein, mais je pense que ça fait du bien aussi de l'entendre, de se dire, bah oui, le sexe hétérosexuel, c'est assez merdique la plupart du temps, il faut trouver des solutions à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? Ah oui, celle-là, elle est magique. Elle nous dit aussi, quand je demande aux hommes qui me draguent ce qu'ils ont à me proposer en dehors de la pénétration, ils sont complètement perdus. Éventuellement, ils me répondent des conneries. Ils aimeraient me titiller le clitoris avec la langue, dans l'espoir, j'imagine, que je titille leur gland. Quel ennui. Et ouais, je trouve ça horrible. Donc voilà, Ovidie, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle, clairement, elle est désabusée des relations hétérosexuelles. Et je la comprends pas mal, hein, parce que... quand c'est décevant à ce point-là, moi, ma grosse question, c'est pourquoi est-ce que j'y retourne ? Est-ce que je suis maso au final ? Mais en même temps, je fais partie des gens qui aiment le sexe, qui adorent le sexe, qui croient que le sexe, ça peut bien se passer, etc. C'est peut-être juste que j'ai eu pas de bol après tout. Je vais continuer mes recherches. Donc pour moi, avant, le sexe c'était cool, facile, j'avais un partenaire à l'écoute et des orgasmes courants. Maintenant, pour moi, le sexe c'est galère, prise de tête, gens à la masse, tué par le porno, comme l'explique le podcast « Faut-il réinventer l'amour ?» Et aussi tué par les scripts sexuels, c'est de se dire, dans la vie, le sexe c'est un cunilingus, une pipe, une pénétration, on jouit tous en même temps, on est content, bonne journée. Sauf que non. Mais clairement, je pense que beaucoup de gens vivent avec ces scripts et que surtout ces scripts, moi, personnellement, me tuent. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, se rabattre sur tout ce qui est plan cul et sex friend. Quelque chose dont on me parle souvent on me dit, mais enfin Gloria, pourquoi est-ce que tu restes parfois 1 an sans faire de sexe ? Pourquoi est-ce que bêtement tu prends pas un plan cul ? Est-ce que tu te sens capable de juste tirer ton coup et chacun chez soi et on s'appelle quand on a besoin ? Ou si on part plutôt sur une relation d'amitié avant le sexe, et le sexe est vraiment un plus, quoi. Quand j'ai commencé à avoir des sex friends, la première fois que c'est arrivé,
C'est parce que j'avais rencontré un gars, et à la base, on voulait être en couple. Et puis finalement, le gars me dit qu'il est pas prêt à être en couple, mais on passait de bons moments, et donc on a continué. On a continué à se voir pour le sexe, quoi. Ben oui, témoin numéro 4. Moi aussi, j'y ai pensé. J'ai même essayé. J'aime autant dire que c'était un des moments les plus humiliants de ma vie. J'ai essayé, j'y suis allée. Dès que j'ai été célibataire, tout le monde autour de moi m'a dit « Oui, tu vas voir, tu vas enchaîner les mecs, ça va être trop bien ». Et comme je n'avais jamais eu de plan cul de ma vie, ben je me suis dit « Allez, c'est parti ». Et donc, je suis allée voir mon plan cul. Sauf que je suis rentrée chez moi et je me suis passée de sexe pendant 11 mois. J'ai toujours été stressée par les nouvelles relations. Donc moi, les coups d'un soir, par exemple, ça n'arrive jamais. Ça a été extrêmement rare dans ma vie. Et généralement, c'est arrivé parce qu'il y avait de l'alcool avant. Pour m'aider à me relâcher parce que je faisais la folle et que du coup, je m'en fichais. Mais sinon, en étant dans mon état normal, pour moi, c'est extrêmement stressant. Les rapports avec une nouvelle personne au début. Parce que l'inconnu, on ne sait pas sur qui on tombe. Est-ce qu'on va tomber sur un mec respectueux ou pas? Est-ce que ça va être des relations dans le partage où c'est classique, monsieur tire son coup et puis merci, au revoir? Est-ce que je vais tomber sur un malade qui va me torturer? Est-ce que je vais tomber sur un gars qui me fait pas vibrer? Mais je remercie ce plan cul. J'ai quand même fait une grosse découverte grâce à lui. C'est-à-dire que pendant le temps où j'ai eu cette abstinence après lui, parce que clairement je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur une chaise, je me suis dit ok, le sexe ça va être nul à ce point-là à partir de maintenant. J'ai écouté à l'époque un podcast, je ne saurais plus vous dire lequel, si seulement je pouvais le retrouver, mais si jamais je retombe dessus je vous le donnerai. J'ai découvert que j'étais demisexuelle. C'est parti pour une définition, accrochez-vous. La définition de notre ami Wikipédia dit que être demisexuel, c'est une orientation sexuelle du spectre asexuel où une personne ne ressent de l'attirance sexuelle envers une autre personne qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec celle-ci. C'est-à-dire que pour moi, et je m'en suis rendu compte clairement, l'intimité émotionnelle vient avant l'intimité physique. Et qu'en fait, si vous me proposez de l'intimité physique sans lien émotionnel, au mieux, ça ne m'intéresse pas. Au pire, franchement, ça me dégoûte. Et il donnait un très bon exemple que j'avais trouvé très parlant, c'est-à-dire que les personnes demisexuelles, si vous leur demandez avec quel acteur est-ce qu'ils ont envie de coucher, on ne saurait pas vous dire. Parce qu'en fait, on n'a pas de lien émotionnel avec un acteur. On ne sait pas qui est cette personne, on voudrait savoir. Et donc la plupart du temps, si vous demandez à un demisexuel avec qui est-ce qu'il voudrait coucher, il voudrait souvent coucher avec un personnage de film, et souvent un personnage de film qu'ils ont vu plusieurs fois, pour créer un lien avec ce personnage imaginaire. Et donc il est vrai que moi, j'ai toujours fantasmé sur Indiana Jones, mais je n'ai absolument pas envie de coucher avec Harrison Ford. Parce qu'Indiana Jones, voilà, c'est un explorateur, etc. J'ai pu le voir dans plusieurs films. Et donc bien entendu que je fantasme sur Indiana Jones, mais Harrison Ford, lui, il peut rester chez lui, ça n'ira pas. Savoir que je suis demisexuelle, déjà, ça m'a rassurée de savoir que j'étais pas toute seule dans ce cas-là. Qu'en fait, il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir d'abord de l'intimité émotionnelle avant de l'intimité physique, même si ça va apporter d'autres problèmes. Ça va faire que les plans cul, c'est même pas, il n'y a même pas besoin d'imaginer. Et aussi, par exemple, que quand on me propose du sexe de façon frontale, et ça m'arrive tout le temps, je ne suis pas abstinente parce que je n'ai pas de proposition, je suis abstinente parce que je ne trouve pas de bonnes propositions. Et donc, plus on me propose de façon frontale du sexe, plus je pars en courant. Ou par exemple, tout simplement, quelqu'un qui, lorsqu'il va me rencontrer, va vouloir trop vite verbaliser du sexe, moi, ça ne va pas du tout marcher. C'est aussi pour ça, par exemple, que je me suis rendu compte, et ça, j'ai mieux compris, pourquoi est-ce que la plupart du temps, les gens sont gênée de parler de sexe, parce que moi qui suis demisexuelle, en fait, je parle de sexe comme je vous parlerais d'une tarte, comme je vous parlerais de faire l'entretien de ma bagnole. Et donc moi, je ne suis pas excitée quand je parle de sexe, mais il est vrai que les gens qui sont sexuels, eux, sont peut-être excités lorsqu'ils parlent du sexe, et donc peut-être n'ont envie de parler de sexe qu'avec des personnes qui me connaissent bien. Et donc je pense que j'ai mis beaucoup de gens mal à l'aise dans ma vie à parler de sexe de façon frontale, parce que pour moi, c'était parler de n'importe quoi. Et autre chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mes rencontres, c'est que moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'admirer leur partenaire. J'ai besoin d'admirer mon partenaire et donc fatalement, je ne peux pas admirer quelqu'un que je connais depuis une demi-heure. Ça ne marche pas. Pour pouvoir admirer quelqu'un, il faut pouvoir le connaître et donc ça, je ne peux pas le faire en une demi-heure de temps ou en un jour. Il me faut du temps pour pouvoir admirer quelqu'un. Et enfin, on m'a proposé de me dire pourquoi est-ce que tu ne prends pas un sex friend ? Effectivement, mais moi j'ai donc l'inverse. Vu que sexe veut dire intimité émotionnelle, ça veut dire que je vais m'attacher à un partenaire que je vais voir de façon habituelle. Et donc si c'est pour me prendre un mur, ce n'est pas la peine. Et puis surtout, si c'est pour proposer quelque chose à quelqu'un
et qu'en fait j'ai une intention sous-jacente, ce ne serait pas très sympathique pour lui et je préfère viser l'honnêteté. Donc non, je ne vais pas prendre de sexfriend parce que ça ne marchera pas non plus vu que je suis demisexuelle. Dans le documentaire No Sex, où des intervenants expliquent justement qu'il se passe de sexe pendant longtemps et que ça, je vous le conseille, je le mettrai dans la barre d'infos également, une des intervenantes dit qu'elle a fait le choix d'être abstinente par facilité parce qu'elle est une planquée. Je dois avouer que moi aussi je suis une planquée. Je n'ai pas de sexe parce que j'ai trop peur d'avoir du sexe ou du mauvais sexe. Donc c'est pour ça que je suis abstinente. Ensuite, grosse question, c'est abstinence choisie ou pas, acceptée ou pas. Dans mon cas, c'est mixte. C'est-à-dire que d'un côté, c'est pas choisi parce que si j'avais un bon partenaire, je ne serais pas abstinente. Mais d'un autre côté, j'ai choisi de me passer de sexe insatisfaisant, un peu comme l'a fait Ovidie. J'ai des propositions, mais je ne peux pas accepter des propositions aussi bas de plafond. Pour moi, c'est pas possible. Un intervenant de l'émission No Sex expliquait qu'il se sent rejeté de la société. Il a l'impression d'avoir un handicap, d'avoir quelque chose en moins que les autres. Quand on regarde les autres, on se dit « Waouh, ils ont une vie sexuelle, c'est trop bien et tout. » Et on se dit « oui, mais moi, j'arrive pas, j'ai un truc en moins. » Et aussi, la grosse question qui vient, c'est les gens qui vous demandent si, en fait, t'es pas frigide. Finalement, en fait, peut-être que t'aimes pas le sexe. J'avais quand même un de mes meilleurs amis à qui un jour je l'ai dit et il était choqué, quoi. Et en fait, lui, il était persuadé que j'étais une petite sainte mitouche, ce que je n'étais absolument pas. Mais voilà, je sais pas, c'est les amalgames des gens. Et donc, j'en parlais vraiment très peu, quoi. Penser que les autres ont une super vie sexuelle, je pense que souvent c'est une pression qu'on se met soi-même parce qu'en réalité des gens qui ont vraiment une vie sexuelle incroyable, je ne croise pas tant que ça parce que justement les gens me parlent très franchement de sexe vu que je n'ai pas de problème à parler de sexe et souvent les gens me rapportent des vies sexuelles qui sont quand même pas abracadabrantes et que peut-être tous on se raconte qu'on a des vies incroyables mais qu'en fait c'est pas incroyable et c'est peut-être pas un problème que ça soit pas incroyable. Mais en tout cas, se mettre la pression sur le fait que les autres, ils ont une vie sexuelle incroyable et moi, je suis dans le caniveau à galérer à trouver un mec, peut-être qu'un peu oui, peut-être qu'un peu non, on peut peut-être respirer là-dessus. Et dans les faits, j'ai l'impression qu'on est énormément à galérer quand je vois le nombre de personnes. J'ai pas pu enregistrer les témoignages de tout le monde, j'ai eu donc 7 témoins qui ont enregistré pour moi. Mais du coup, comme j'ai dit que je lançais cette chronique, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé d'abstinence. Et en fait, on est beaucoup dans le cas. C'est pas quelque chose qui est si bizarre que ça. Même si quand on dit, oui, moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas baisé. Quand on finit par dire, moi, ça fait 1 an que je n'ai pas baisé. Là, souvent, il y a des gens qui vous regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fous que tes soirées et il est temps que tu t'y remettes. Dans les faits, on est quand même nombreux à avoir connu à un moment ou à un autre des périodes d'abstinence sexuelle, même si souvent, les gens font plus la pub de leur vie sexuelle active que de leur vie sexuelle passive ou leur solo-sexualité. J'ai remarqué aussi que quand je dis que je suis abstinente depuis un moment, donc quand j'ai dit dernièrement par exemple que j'étais abstinente depuis 10 mois, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes pour essayer de me convaincre. Me dire, mais enfin, avec moi, le sexe, ce serait trop bien, tu ne te rends pas compte de à côté de quoi tu passes. Et en fait, bizarrement, je me suis rendu compte que souvent, les hommes qui me promettent monts et merveilles sont les pires au lit. Donc, j'avoue que là-dessus, malheureusement, ça ne va pas réussir à me convaincre, ça va être compliqué. Et puis aussi, ce que j'ai découvert en étant abstinente pendant longtemps, c'est tout simplement le regard des hommes lorsqu'ils découvrent qu'en fait, ils ne me baiseront pas. Je suis très claire, moi, je dis aux gens directement, j'aime pas laisser les gens galérer pour le plaisir de les faire galérer, augmenter mon ego et me dire « Ah, il y a tel mec qui me drague, c'est génial ». Moi, je dis directement « Non, écoute, pour le moment, je suis pas là-dedans » ou des choses comme ça. Là, j'ai découvert le regard interrogateur des hommes, de certains hommes. Lorsqu'ils découvrent que non, ils ne baiseront pas. Et du coup, de quoi on parle quand on ne va pas baiser la femme qui est en face de soi et qu'on n'y arrivera pas et qu'on ne pourra pas la convaincre. Et donc ça, j'ai découvert que il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'ont rien à me dire. Et ça, c'est un petit peu compliqué parfois parce que je jure que même si je n'ai pas de vie sexuelle, je suis sympathique et avenante et je peux parler de plein de choses différentes. Je vous ai parlé donc de mes difficultés à y retourner après et que plus j'attends, plus ça va prendre du temps pour que j'y retourne. J'ai l'impression aussi que je vais plus me prendre la tête. Plus j'attends, plus je me dis, oh là là, quand j'y retourne, il faut vraiment que ce soit un truc de malade. Et donc oui, effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à retourner dans la sexualité après. Et puis aussi de dire tout simplement à une nouvelle relation, bonjour, ça fait 1 an que je n'ai pas baisé. Cette personne ne ressent pas du tout de pression sur ses épaules. Donc ça peut être compliqué. Le plus difficile donc, ça a été en partie ça, de devoir repasser à l'acte. Parce que c'était un peu comme ressortir de la vierge attitude. Je sais pas, j'ai très mal formulé ma phrase, mais je voulais dire que ça a été un peu comme un second dépucelage, quoi. Ça a été très difficile
d'y repasser. Après, ça s'est bien passé, voilà, hein, mais oser repasser le cap quand on passe autant de temps seul et sans expérience, sans même la masturbation. Voilà. Chapitre suivant. Comment est-ce qu'on gère la dalle ? Parce que oui, j'ai la dalle. Je vais vous lire un extrait du livre de Anne Akrich, j'espère que je dis bien son nom, Le sexe des femmes, fragment d'un discours belliqueux. Elle dit « Je suis voluptueuse. Autrement dit, quand je vais bien, j'adore baiser. Je me situe du côté vorace du désir. De la raideur dans la nuque, je ne sais pas si j'ai envie de faire l'amour ou si je couve une méningite. Je suis en proie à un désir souterrain qu'on attribue d'ordinaire aux hommes. Je suis un dragon qui pourrait, s'il n'était pas dompté, tout calciner sur son passage. Je ne dis pas que j'ai une libido saine ou normale, je suis tordue, comme tout un chacune. Il m'est déjà arrivé de chercher la catégorie moustique sur YouPorn, mais j'ai une capacité de jouissance hors du commun. Je confine au pouvoir magique. Je suis au sexe ce que le lièvre à la royale est à la gastronomie, un chef-d'œuvre du patrimoine. Oui, moi aussi, le sexe, j'aime ça, normalement. Et j'y pense, tous les jours, quasi. Mais je n'y pense peut-être pas de la même façon que quand je suis à deux. C'est-à-dire que parfois, il m'arrive de ne pas y penser, et ça peut durer un moment. Même si j'en parle, même si là je fais une chronique à propos du sexe. Avant-hier, je me suis aperçue que ça faisait 1 mois que je ne m'étais pas masturbée. Donc ça veut dire que ça ne m'a pas chipoté. Je continue la masturbation, Lilou est mon meilleur ami, mais je n'ai pas un rythme très soutenu, peut-être 3-4 fois par mois me suffisent, et c'est généralement fini en 3 minutes sous la douche, c'est presque utilitaire. Mais il y a aussi les journées où je ne pense qu'à ça. Ou juste me dire bonjour suffit à me rappeler que j'ai envie de sexe. Pas avec la personne qui est en face de moi, mais juste que je me sens bouillonnante, je me sens entièrement tournée vers ça et je ne trouve pas la personne autour de moi qui puisse recevoir ça. Oui, beaucoup de gens m'ont parlé de masturbation quand j'ai parlé d'abstinence. Oui et non. Enfin, dans la mesure où je suis demisexuelle, si je n'ai personne en tête, je n'ai personne entre les cuisses non plus. Donc, je n'y pense pas forcément. Quand je vais avoir quelqu'un en tête, quelqu'un avec qui je crée un lien, etc., là, oui, je vais me masturber énormément. Mais si je n'ai personne en tête, et c'est ça qui s'est passé le mois passé, je n'ai eu personne en tête, et donc, je n'y ai pas pensé. À d'autres moments aussi, je vais faire exprès d'éviter les stimulations. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que mon corps est comme endormi, que je n'y pense pas, et que moi-même, je vais me dire non, je vais pas regarder ce film-là parce qu'il y a plusieurs scènes de baisse dedans et j'ai pas envie d'être confrontée à de la sexualité. Et puis parfois, j'en vois partout, j'en vois même là où il y en a pas. C'est-à-dire que, oui, j'allume la télé, bien entendu, la sexualisation est dans pas mal d'endroits. Je me balade en rue, je vois des amoureux qui se roulent des pelles et qui se touchent le cul. Je sors de chez moi, en face de chez moi, il y a des vaches, elles sont en train de baiser. Je reçois une facture, sur ma facture, il est écrit 69 €. Ça n'arrête pas. Le temps est passé. Et au début, les premiers mois, ça va, on se met pas la pression. Contrairement à d'autres gens autour de moi à cette époque, je me disais oui, ça va, je l'ai pas fait pendant 4 mois, c'est pas la mort, quoi. Je dois admettre que les 4 mois ont quand même été un petit cap, parce que aux 4 mois, vraiment, j'ai commencé à être un peu en manque. Et physiquement, quoi. Ça me démangeait sous la culotte, quoi, pour dire ça de façon poétique. Ça a fini par passer. J'ai eu un autre cap similaire vers les 8 mois, si je me souviens bien. Puis quand j'ai atteint les 1 an, là, ça a été dur mentalement de me dire ah ouais, la vache, ça fait quand même 1 an que j'ai pas eu de rapport, c'est chaud, quoi. J'en parlais pas trop autour de moi. Les gens savaient pas trop. La 2e année, n'en parlons même pas. Quand j'ai passé le cap des 2 ans, là, je me suis dit waouh, mais c'est pas possible. Je vais finir vieille fille. Donc je dirais que ma dalle a tendance à être comme une vague. À certains moments, je suis dans le creux, je n'y pense pas, je n'en vois pas. Et puis à d'autres moments, c'est je voudrais pouvoir baiser comme une folle, mais ça n'arrive pas. Et donc pareil, quand je suis dans le j'ai envie de baiser comme une dingue et n'importe qui, je me raisonne en me rappelant que de toute façon, même si je disais oui, de toute façon ça serait nul, de toute façon ça m'intéresserait pas, de toute façon je suis une demisexuelle qui ne s'intéresse pas au sexe avec les inconnus. Et que donc ce sera forcément décevant, nul, pas mon délire. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de l'abstinence. Ovidie nous dit qu'un des gros points positifs de l'abstinence, ça va être tout simplement de faire des économies. Fatalement, lorsque je suis abstinente, j'utilise beaucoup moins de lubrifiant, beaucoup moins de lingerie, beaucoup moins... Je ne m'épile pas toujours, donc
que j'ai quelqu'un ou pas, ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt, mais en tout cas, sans doute que j'utilise beaucoup moins de maquillage, beaucoup moins de choses comme ça lorsque je suis abstinente, et que quand je vais avoir un rapport sexuel, je fais quand même attention à certaines choses, et donc je fais sans doute des économies. Autre point positif, ce serait la libération de la charge mentale. Le fait de ne pas avoir de sexe, je n'ai pas à penser contraception, je n'ai pas à penser IST, je n'ai pas à penser est-ce que j'ai bien rangé ma chambre. ça permet que je puisse penser à beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, le point suivant, ça va être de l'énergie pour ces projets. Sans doute que je n'aurais pas l'énergie aujourd'hui de faire cette chronique si j'étais en train de baiser. Sûrement que garder de l'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ça peut être utile. Et enfin, le gros point que plusieurs témoins m'ont ramené, je vous laisse écouter. Une abstinence permet de refaire le point sur soi, ses besoins, ses valeurs, ses projets. On peut arriver à la conclusion qu'en fait, on est bien comme ça. Ça a été mon cas. Comme ça peut nous aider à trouver une meilleure personne la prochaine fois. Le fait de pouvoir se concentrer sur soi-même, de pouvoir prendre du temps pour soi, de pouvoir se recentrer aussi parfois après une relation qui a peut-être été compliquée. Oui, bien entendu que c'est un gros point positif sur lequel je ne crache absolument pas, et je pense que ça fait partie de mon fonctionnement que de prendre du temps pour moi lorsque je sors d'une relation, ça fait beaucoup de bien. Alors les points négatifs, je dirais que pour moi, le gros point négatif de l'abstinence, c'est que il en vient toujours à un moment où je finis par avoir la dalle et où je commence à baisser mes critères. Et que je pense que si je réfléchis bien aux relations que j'ai eues ces 4 dernières années, il y en a au moins 2 auxquelles je n'aurais absolument pas donné leur chance si je n'avais pas eu la dalle. Et que clairement, je les ai laissés s'approcher de moi, créer des liens émotionnels avec moi, et puis finalement baiser avec moi. Alors que, à mon avis, si je venais d'avoir baisé 2 jours avant, je les aurais même pas regardés, je leur aurais même pas donné l'heure. Donc je pense que quand même, le fait d'être abstinence me pousse plus facilement vers les gens et pas forcément vers les gens les plus adéquats pour moi. Donc je dirais que c'est ça le point plus négatif, et je pense que plus les semaines la passent, plus j'ai peur que ma dalle s'emmagasinant, je puisse être plus sympa avec des gens avec qui je n'aurais pas été sympa en temps normal. Et bon, l'abstinence c'est bien beau, mais vu que j'aime le sexe, je vais pas pouvoir faire comme Ovidie, une grève de 4 ans, ça va pas être possible pour moi. Parce que quand même j'aime ça à la base. Et donc, j'ai fait la liste de mes conditions pour reprendre le sexe. Et devinez quoi, je l'ai même mis dans mon GSM, je l'ai épinglé. Pour que si jamais j'ai un doute quand je rencontre quelqu'un et que je me dis oui, peut-être que... en fait, je vais voir cette liste pour bien me remémorer ce qu'il en est. Alors donc, si je prends mon GSM, j'ai fait une liste. Accrochez-vous. Point numéro 1, échanger une lettre. C'est-à-dire que je veux que quelqu'un fasse des efforts pour moi. Je refuse de coucher avec quelqu'un qui me se dit flemme. Si cette personne se dit flemme, moi aussi je me dis flemme. Voilà. Ensuite, Ovidie, pour revenir à elle, nous parle d'une autre sorte de grève. Et je compte faire la même grève qu'elle à ce niveau-là. C'est ce qu'elle appelle la grève de la pipe. Je vous propose un extrait. J'avais déjà entamé une grève de la pipe. Cette idée lumineuse m'était venue alors que je discutais avec une amie qui m'avait confié refuser de sucer ses amants tant qu'elle n'avait pas joui. Je lui avais répondu, dans un éclat de rire, que si j'avais dû attendre que mes partenaires me fassent jouir, je ne les aurais pas sucés souvent, les pauvres. Eh bien, il est clair que ça, par contre, je vais le faire. C'est-à-dire que je ne sucerai plus personne tant que cette personne ne m'aura pas fait jouir. Bonne chance. Autre point, je veux pouvoir passer une nuit sans sexe avec quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais dormi avec quelqu'un sans sexe. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je voudrais quelqu'un qui s'intéresse vraiment au sexe. C'est-à-dire que tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont dit « le sexe est important pour moi ». Et en fait, ceux en tout cas avec qui j'ai pu plus échanger, je me suis rendu compte qu'en fait, ça veut dire « le sexe est important pour moi », ça veut dire « j'aime me branler devant du porno ». Ce n'est pas la même définition pour moi. Je voudrais un homme qui lit des livres sur le sexe, regarde des films sur le sexe, écoute des podcasts sur le sexe, est abonné à une chaîne Instagram sur le sexe. Vraiment s'intéresser. Peut-être qu'il ne s'y est pas encore intéressé, mais qu'il est prêt à s'y intéresser. Mais en tout cas, me dire, moi j'aime le sexe parce que je regarde du porno, je suis désolée, mais je vais passer mon tour. Pour moi, le porno, ce n'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de cinéma. J'ai regardé dernièrement un documentaire sur les oiseaux, c'est pas pour ça que je pense que je sais voler. Alors ensuite, parmi mes recherches, j'ai donc été, vous savez comment est YouTube, il vous propose une page, puis il vous en propose une autre. Le hasard ou le destin, vous mettrez ça comme vous voudrez, m'a donné un podcast qui s'appelle Bisoudrome, que je vous conseille. Et l'épisode 1 de Bisoudrome parle des mecs mimes et des relations mimes.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça que je veux. Et c'est ça qui est le point commun entre mes relations passées où ça se passait bien et les relations depuis 4 ans où ça se passe mal. Alors, je vais quand même vous donner une petite définition. La 3e de la journée. Les relations MIMS sont basées sur la communication des émotions et des sentiments. Elles mettent l'accent sur la vulnérabilité. Le fait que je puisse être vulnérable avec toi et que tu puisses être vulnérable avec moi. Et surtout, ne se base pas sur un mode relationnel où la personne est sur la défensive. Donc, ce n'est pas « je suis en train de me défendre contre toi parce que je sais déjà que tu vas me faire un sale coup », mais plutôt basé sur la générosité et l'ouverture. Et donc, par exemple, mon mec MIMS absolu, c'est Gomez Adams. Je veux un Gomez Adams dans ma vie. Je ne veux plus de ces mecs toxiques qui font semblant d'être des rocs, à qui il faut arracher une larme et qui s'enorgueillissent de ne pas avoir envoyé de message de toute la journée parce que ils sont trop forts. Et donc, non, je veux quelque chose basé sur l'échange, quelque chose basé sur la mignonitude. Parce que je suis quelqu'un de mignon et que le sexe aussi peut être mignon. La suite de ma liste. Quelqu'un qui s'intéresse au sexe, pour moi, ce serait quelqu'un qui peut-être aurait pu lire Jouissance Club, livre qui est une bible pour moi, qui parle du sexe hors pénétration. Franchement, si tu m'écoutes et que tu as lu ce livre et que tu as déjà essayé de me draguer, reparle-moi. Quelqu'un qui aurait vu Doug Butter et surtout, quelqu'un qui pourrait me dessiner un clito. Je suis désolée, mais aujourd'hui, en 2024, si tu ne sais pas dessiner un clito, tu n'as pas le droit de toucher le mien. Donc voilà pour mes critères. Alors on est d'accord que ce sont des critères idéaux. Et que bien entendu la personne qui est en face de moi n'est pas idéale. Donc je pense pas que qui que ce soit puisse cocher toutes les cases, mais dans un monde imaginaire et merveilleux, la prochaine personne qui viendra me parler cochera toutes les cases. Mais bon, est-ce que je vais recraquer ? Est-ce que je vais me dire bon allez c'est pas très grave si ? Ou est-ce que je vais tenir bon sur mes critères ? Je n'en sais rien, on verra bien. Alors du coup, je fais quoi en attendant ? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette personne qui remplit ces critères n'est pas près d'arriver, je pense. Je conseille alors de prendre soin de soi comme tu le fais en sortant, en faisant du sport, en mangeant des bonnes choses, en dansant seul dans son salon, en prenant soin de ses amis et de sa famille. Je conseille aussi de voir un psy ou de faire de l'introspection en solo en se posant des questions sur nos schémas, nos valeurs, ce que l'on garde et ce que l'on change, faire le bilan. J'ai beaucoup réfléchi à entendre tout ce que vous m'avez ramené, à regarder des podcasts, des livres, tout. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand je suis en couple, j'investis la sexualité ? Je pense que la sexualité est importante et je fais tout souvent pour la pimenter. Je fais des choses en plus. Et pourquoi est-ce que quand je suis solo-sexuelle, ma sexualité d'un seul coup n'existe plus vraiment ? Pourquoi est-ce que je me donne du mal lorsque je suis en couple et que je ne m'en donne absolument pas quand je suis toute seule ? Et donc voici ma mission. D'ici le prochain épisode de cette chronique, ça va être de pimenter ma vie sexuelle personnelle. Et donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aime dans le sexe à deux que je pourrais utiliser dans ma vie toute seule. Parce qu'après tout, si je n'investis pas ou peu la masturbation, c'est peut-être simplement parce qu'elle m'ennuie. Et que me faire l'amour tous les jours de la même façon, dans la même position, en regardant le même porno et en utilisant le même sextoy, peut-être que ce n'est pas la façon la meilleure pour moi d'entretenir ma sexualité à moi-même. Je me suis dit, j'aime le sexe sous la douche, donc grand temps de m'y mettre. Il est vrai que je ne l'ai jamais fait. Le sexe dans la nature, en temps normal, j'adore ça, baiser dans la nature. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas toute seule ? Aussi, j'adore, lorsque je suis en couple, acheter de la nouvelle lingerie très jolie. Pourquoi est-ce que quand je suis toute seule, je ne m'achète pas de lingerie ? C'est ça que je vais faire et j'espère que vous me suivrez sur Instagram parce que sur Instagram, le mois qui vient, je vais mettre en place ces grandes résolutions par rapport à ma vie sexuelle et je vous reviendrai à ce sujet. Et enfin, pour terminer avec Ovidie, parce que vous avez bien compris que j'aime beaucoup. Ovidie nous dit... J'aurais voulu vivre une sexualité joyeuse, respectueuse, égalitaire, sans enjeu de domination et de soumission. Un moment de partage équitable dont chacun se sorte grandi. Et c'est ça que je me souhaite, et c'est ça que je vous souhaite aussi, du sexe qui vaille la peine. Et pour terminer tout ça, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout, vous avez été courageux. Je vous retrouve dans un prochain épisode qui s'intitulera Les sextoys. Je suis donc à la recherche de personnes qui seraient prêtes à me présenter leur meilleur ami. Soit une nouvelle découverte ou peut-être un ami de longue date qui traîne dans son tiroir et qui est son meilleur ami. Je cherche aussi des gens peut-être qui ont des anecdotes par rapport aux sextoys et qui ont envie de m'en raconter. Comme l'autre fois, ce sera totalement anonyme et bien entendu, je ne balancerai sous aucun prétexte, même si moi je rigolerais bien. Et bien entendu, je vais vous embarquer dans mon tiroir aux merveilles et je vais vous emmener au sex shop parce que c'est quand même le meilleur endroit où aller pour trouver ça. Je vous souhaite du sexe de qualité ou de l'abstinence choisie agréable.
Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.